la ligne reuse en fonctionnement. Alors, Sophie va rester avec nous. Donc voilà, encore une fois, merci mesdames, merci pour vos interventions. Merci. Merci beaucoup. Et bonne suite de salon. Alors, j'appelle tout de suite à me rejoindre pour la table ronde suivante, donc qui est sur l'écosystème du réemploi. On vous l'a dit, il y a des métiers qui se structurent autour du réemploi aujourd'hui avec des professionnels. Et donc vous allez le voir, on va en parler maintenant puisqu'il y a toute une logistique de retour, une logistique reverse. On l'a déjà abordé à plusieurs reprises, qui doit être mise en place avec des opérations, la collecte, le lavage, la désinfection et bien sûr la restitution à l'industriel ou à un autre industriel, pas forcément celui qui l'a mise en marché, mais au moins un autre industriel qui fait le même métier, pour qu'il le remplisse et qu'il le renvoie en magasin. Donc voilà, donc il y a pas mal d'opérations à boucler, c'est ce qu'on appelle les boucles de réemploi, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de conditions aussi à remplir, encore une fois, pour que ça fonctionne. Alors voilà, bah écoutez, je vous remercie, vous êtes venus vous installer sans mon appel, super. Donc Emmanuel Auberger, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur de Usage. Alors, Usage est une société créée il y a 3 ans, je crois, et qui développe des solutions industrielles donc, au service du réemploi. Exactement. Ça vous va comme def? Absolument. Ok, super. Éléonore Blondeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable nouveau projet chez Eternity System. Alors, je précise, Eternity System, ex-MT System, pour ceux qui connaissaient peut-être sous l'ancien nom. Donc, Eternity System, qui est une ETI perpignanaise, voilà, déjà bien installé, 25 ans d'existence, hein, et c'est l'un des principaux acteurs français du lavage industriel de contenants réemployables, cela va sans dire, en France. Alors on a beaucoup parlé déjà du lavage, hein, des lave-vaisselle et des stations de lavage, donc vous nous en direz évidemment plus en détail. Et pour terminer, voilà, Augustin Jacquelin, pardon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes le cofondateur et président de Lemon Tree. Et Lemon Tree est une PME créée il y a 10 ans. Une 80 salariés, pardon, 80 collaborateurs environ. Et vous êtes spécialisé, vous, dans la collecte de déchets et de contenants, bien évidemment réemployables. Et cela grâce à notamment à des automates. On en a parlé aussi, tout à l'heure Sophie en a parlé. Donc quelles vont être les machines qui vont permettre de récupérer les contenants? Ben voilà, vous en êtes un spécialiste. Et donc, bien sûr, Sophie, merci encore d'être avec nous hein, pour cette suite des opérations, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et Citeo a beaucoup de choses à dire aussi sur l'écosystème. Alors, première question, peut-être pour ne pas perdre de temps. Très rapidement, Augustin, Éléonore et Emmanuel, est-ce que vous pouvez caractériser en quelques chiffres votre activité, en quoi ça consiste, le volume d'affaires, volume d'activité, voilà, les unités, ce qui est significatif de votre activité. Voilà, quelques éléments chiffrés. Alors, Augustin, pour démarrer peut-être. Bonjour à tous. Donc effectivement, ça a été dit, Lemon Tree, c'est une structure qui a 10 ans maintenant. Voilà, à l'époque où on a démarré cette activité, on se disait qu'on avait un rêve de consigne, en se disant que voilà, on avait vu des dispositifs de consigne efficaces dans plein de pays voisins et on n'avait pas ça en France. Et c'était notre objectif. L'Allemagne en faisait partie, le Danemark? L'Allemagne, la Scandinavie, il y a plusieurs États américains et en Europe, en fait, de plus en plus de systèmes de consignes se mettent en place. Aujourd'hui, Lemon Tree est sur plusieurs métiers, mais sur la partie consigne et sur la partie automate, c'est environ 400 machines qui sont déployées en France. Donc, on l'a dit, on est 80 collaborateurs. Voilà, on reste une PME, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des RVM, hein, je crois. C'est ça, des Reverse Vending Machines. Donc voilà. Oui, des automates de retour. C'est le terme un peu consacré. On a plus de mal à trouver une traduction qui est partagée par tout le monde en France. Mais effectivement, Reverse Vending Machine, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. D'accord. OK. Et combien de clients à peu près en France? Alors, comme on est aussi sur une activité logistique et de pilotage de déchets pour des entreprises, le multiflux, c'est un peu moins de 700 clients en France, répartis sur plusieurs géographies, puisqu'on a 4 entrepôts, Île-de-France, Hauts-de-France, Aura, pas très loin, entre Lyon et Saint-Étienne, et un entrepôt à Marseille. D'accord, ok. Éléonore, même question. Donc pour Eternity System, je précise.
Oui, bonjour. Donc nous, on est une ETI qui est française et familiale, dont le siège est à Perpignan. On existe depuis 25 ans et on sort un peu du bois, mais parce qu'en fait, on existe depuis 25 ans, on n'avait jamais communiqué jusqu'à cette année. Donc c'est pour ça qu'on vient de créer une marque groupe pour être un peu plus identifiable. Donc c'est une entreprise qui a été créée par deux cofondateurs qui étaient déjà historiquement dans la logistique et qui ont eu des clients qui ont eu des besoins de lavage de bacs de transport de fruits et légumes historiquement, qui a donné naissance à une activité de lavage d'emballage secondaire et tertiaire, que ce soit des caisses, des palettes ou tout autre emballage secondaire et tertiaire dans l'agroalimentaire pour la grande distribution. Et donc aujourd'hui, on lave chaque année à peu près 700 millions de caisses par an dans le monde. On a 14 centres de lavage. 3 en France, un en Île-de-France, un vers Avignon et un vers Bordeaux. Mais on en a aussi en Europe et en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. C'est un peu plus de 1200 collaborateurs dans le monde, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et aujourd'hui, si on a créé cette marque, c'est aussi parce que donc on continue le développement de cette activité d'emballage secondaire et tertiaire sur l'agroalimentaire. On développe aussi une nouvelle branche d'activité pour laver finalement tous les emballages secondaires et tertiaires de toutes les chaînes d'approvisionnement à travers toutes les industries. L'objectif, c'est de ne plus utiliser de films jetables, de cartons jetables ou de autres emballages jetables. C'est le sens de l'histoire, oui. Voilà, donc de passer toutes les caisses, palettes, silos, caisses, palettes, silos, bacs, j'en oublie. Donc pour la pharmaceutique, pour l'aéronautique, pour l'automobile. Et également, à partir de l'année prochaine, on va développer un nouveau concept de centre plutôt régionaux. Ça, on en parlera un petit peu après. Éléonore, excusez-moi, je vous interromps. Merci. Emmanuel, même question, Emmanuel Auberger, donc usage. Voilà, alors usage, on développe des solutions industrielles pour le réemploi des emballages. Voilà, donc nous, on va adresser nos solutions à d'abord la restauration collective, où on va laver des bacs en inox, de la restauration commerciale, où on va laver des contenants en verre, en inox et en plastique, et puis pour la distribution alimentaire, donc pour les industriels de l'agroalimentaire qu'on rencontre ici aujourd'hui. Et nous, on a deux métiers, un est un préliminaire de l'autre. Notre principal métier, c'est d'être un laveur. Donc on a des centres de lavage à Neuilly-sur-Marne. Combien de stations de lavage en France ? 2 aujourd'hui. Et voilà, notre objectif, 2 en France. 2 en France. Notre objectif, c'est de mailler le territoire. Donc on a annoncé que d'ici 2023, nous en aurons 8. Voilà. Donc on est un laveur de tout type d'emballage dans une solution mutualisée pour beaucoup d'acteurs. Et puis parce qu'on l'a bien vu depuis ce matin, il faut faire cette transition vers l'économie circulaire. On accompagne nos clients. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 clients vers comment on fait, qu'est-ce qu'on choisit comme contenant, comment on met en place un magasin, comment on organise la logistique, y compris en utilisant des RVM comme celle de Lemon Tree, et puis comment on va organiser ou non des systèmes de consigne selon que c'est pertinent ou pas, selon le type d'utilisation qu'on fait des emballages. Ok, donc des efforts de coordination entre acteurs des boucles des réemplois. Exactement, pour boucler la boucle. Pour boucler la boucle. Alors, juste question d'ailleurs, peut-être avec vous, Éléonore, pour commencer. De quel type d'acteurs, finalement, si on résume, parce que ces boucles de réemploi, c'est nouveau. Alors voilà, on le voit à travers vos métiers, voilà, des métiers qui s'imposent, lavage, collecte et remise à disposition. Mais quels sont les métiers indispensables, je dirais, dans une boucle de réemploi pour qu'une boucle de réemploi soit bouclée ? Voilà. Il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a déjà les acteurs institutionnels, évidemment, comme Citeo et la réglementation. Il y a également ce qu'on appelle des poolers, qui sont en fait des acteurs qui détiennent un stock de contenants et qui s'assurent que le bon contenant est au bon endroit au bon moment. Oui, parce qu'il y a un stock qui tourne et il faut qu'il y ait un stock. Voilà. Exactement. Et donc ces poolers, ils vont tout d'abord définir le bon contenant, c'est-à-dire celui qui répond aux besoins, aussi avec les standards qui sont en train d'être définis. Et ces contenants, soit ils vont les produire eux-mêmes, soit ils vont les acheter sur étagère. Ensuite, ils vont les mettre à disposition propre des clients, qui peuvent être donc des producteurs, des restaurateurs, des industriels. S'assurer ensuite que donc les producteurs peuvent remplir ces contenants, que les consommateurs ont des contenants pleins et propres et que les contenants sales sont collectés. Donc il faut des mises à disposition des distributeurs ou des fabricants de collecteurs. Des acteurs aussi, la logistique du dernier kilomètre,
Et si les centres sont un peu plus éloignés, ce qu'on essaye d'éviter, mais l'immobilier urbain industriel est assez complexe, d'avoir donc aussi une logistique un peu plus large. Donc il faut des fabricants de collecteurs, des opérateurs de la logistique du dernier kilomètre, des acteurs de la réglementation, et un système de traçabilité qui est aussi souvent mis à disposition par ce pooler, qui peut être souvent digital, et évidemment un acteur du lavage industriel pour garantir l'hygiène et la sécurité de la boucle de réemploi. Donc il y a des opérateurs, des gens qui investissent le capital et l'investissement, en fait, qui, un, financent le centre, deux, savent les équiper et trois, savent les opérer. Des gens qui font plutôt de la R&D et de la fabrication de machines type les RVM, oui, entre autres. Oui. Et tous les acteurs de la logistique du dernier kilomètre, notamment avec tous les transports doux, les triporteurs, et tout ça avec aussi les acteurs, donc le pooling et la solution digitale de traçabilité. Et les fabricants de contenants, donc en verre, en inox ou en plastique selon les marchés. Ça fait pas mal déjà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la boucle. Vous vouliez compléter peut-être quelque chose, Augustin ? Non, c'est très complet. Merci. Ça fait beaucoup d'acteurs à coordonner, effectivement. Donc, il faut un coordinateur de tout ça. C'est un peu le rôle du pooler qui fait un peu ce rôle de chef de projet, finalement. Lui, il assure que la boucle soit bouclée, comme disait Manuel, et il assure que la traça tout le long soit assurée, que la qualité soit extrêmée, mais il travaille via des sous-traitants. Et lui, il fait vraiment ce rôle de chef de projet. Et aussi un gros travail de pédagogie, autant vis-à-vis des producteurs que vis-à-vis des consommateurs sur l'intérêt du réemploi, comment ça fonctionne, le bon geste de réemploi, etc. Oui, Augustin. Oui, moi, je suis pas forcément convaincu par le fait que ce soit le pooler, donc c'est-à-dire le propriétaire des emballages, qui soit le chef d'orchestre de ce schéma. Hein. En tout cas, ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, quand on s'adresse à quelques gros acteurs type retailer et industriels, ils aiment avoir des ressources aussi dédiées pour penser les schémas, etc. Ça peut être aussi des structures de conseil qui sont spécialisées là-dessus. Ce que je veux dire, c'est une chaîne qui est complexe et il faut choisir un peu ses combats. C'est-à-dire que c'est impossible de tout faire et il faut immanquablement une coopération. En plus, les sujets de mutualisation, de standardisation ont été évoqués. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que plus ce sera maillé de façon dense, plus ce sera standardisé, plus ce sera efficient. Et donc, immanquablement, il faut qu'on travaille tous main dans la main. Pour Lemon Tree, on a choisi finalement les éléments dans la chaîne de valeur où on souhaite se positionner. Donc la collecte. Voilà, on en a parlé. Il y a cette interface avec l'utilisateur, c'est-à-dire proposer des capacités de retour, et notamment des RVM. Après, ça reste des machines qui coûtent assez cher et qui sont pertinentes s'il y a un volume suffisant. Donc, c'est pas non plus une solution. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la récupération. D'ailleurs, la personne de l'ADEME le rappelait sur la première table ronde. Hein, tout dépend du volume, mais c'est sûr que c'est très utile. Et c'est notamment aussi utile pour sécuriser les flux et les flux financiers. Quand vous avez du réemploi qui est associé à un dispositif de consigne, on en a parlé. On rend de l'argent. Et parfois beaucoup d'argent. Nous, on reçoit dans nos machines certains contenants qui sont consignés. Je crois que le plus cher, il est à 3,50 €. Donc ça commence. Ça peut faire des montants. Voilà, ça commence à faire des montants significatifs. Quand Sophie nous disait qu'en Allemagne, ils font la queue le samedi devant le magasin, ça peut faire vite des montants au bout à 3,50 € la bouteille. À la fin du samedi, il y a eu pas mal de flux financiers. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il y a aussi cette logistique. Et c'est sûr que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Je voulais préciser que Lemon Tree, ce n'est pas uniquement des machines, c'est aussi un dispositif de collecte et de massification de ces contenants qui est porté chez nous par une entité qui s'appelle Lemonade, qui est une entreprise d'insertion. Donc on couple aussi la logique environnementale et tout le bénéfice environnemental lié au réemploi à une logique de bénéfice social, parce que ce sont des métiers qui sont propices à réintégrer dans l'emploi des personnes qui en étaient précédemment éloignées. Donc il y a toute une démarche RSE. Exactement. Et effectivement, on en a parlé un peu, c'est aussi des viviers d'emploi, ces nouveaux marchés, ces boucles de réemploi, sans mauvais jeu de mots. Ouais.
Oui, Emmanuel. Oui, je vais compléter parce que depuis ce matin, on entend beaucoup c'est compliqué, c'est complexe, ça ne va pas s'appliquer partout. Je crois qu'il faut quand même se rappeler, Sophie l'a dit, il y a d'abord une incitation législative, mais surtout une grosse attente des consommateurs aujourd'hui. De trouver, quand on préparait avec Fabrice Pelletier là, ces assises du réemploi, il faut quand même partir de là. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur propose d'autres types d'emballage. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Plutôt que de se poser la longue liste des problèmes, il faut trouver les solutions. Or, on l'a vu, puis ça a été évoqué dans la table ronde, c'est des choses qui existent dans d'autres pays. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complexe d'assembler toutes les pièces. Nous, Usage, on a fait plus d'1 million d'euros de R&D pour arriver à finir de boucler la boucle. Donc, mais il n'y a rien d'inaccessible. Voilà. Et ça a été très bien dit ce matin, il faut passer à l'action maintenant. Il faut, je laisserai Sophie compléter parce que c'est vraiment son combat au quotidien. Et nous, ce qu'on trouve un petit peu difficile chez Usage, c'est d'organiser l'écosystème. Dans notre expérimentation qu'on a fait par exemple avec Système U, c'est Système U qui récupère les contenants dans ses magasins. Mais c'est les industriels qui achètent les emballages. Et donc il faut, et dans Système U, on avait une douzaine d'industriels qui participaient volontairement au programme organisé par eux. Donc, avec le soutien de Citeo d'ailleurs. Voilà. Donc il faut arriver à organiser ces écosystèmes pour les enclencher et arriver à basculer sur des boucles d'économie circulaire. Mais comme l'a rappelé Fabrice tout à l'heure, c'est impératif. Donc maintenant, il faut qu'on y aille. Donc il faut qu'on arrête de se poser les questions de tout ce qui est compliqué à faire. Il faut faire et on apprend très vite. Je pense, Sophie, on a fait ensemble des bons considérables dans les 2 dernières années. Alors justement, oui, Sophie, mais vous allez sans doute répondre à la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ces boucles de réemploi, encore une fois, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est pas mal de le redire, prennent réellement? Qu'est-ce qui manque encore sur ces différents métiers des boucles de réemploi qu'on a énumérés? Où est-ce qu'il y a encore des manques et où est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des acteurs qui s'affirment, etc. Voilà. Les intervenants de l'introduction ont listé un peu leur liste de cadeaux au Père Noël. On a beaucoup parlé de standardisation, de traçabilité, de solutions de contenants qui soient disponibles et aussi de pouvoir embarquer le consommateur. Alors tout ça c'est vrai évidemment. Une expression qu'on utilise beaucoup dans le domaine du réemploi, c'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Tu ne vas pas me contredire, Emmanuel, parce qu'en fait on ne sait jamais s'il faut commencer avec l'œuf ou s'il faut commencer avec la poule. Et en fait on a arrêté d'attendre et on a décidé de travailler sur les deux. Donc on travaille sur l'œuf et sur la poule. Donc l'œuf dans cette histoire, c'est évidemment les emballages standardisés, les emballages réemployables de manière générale. Quelles vont être les solutions? Je parle pour le B2C, évidemment. Sur le B2B, le champ exploratoire est quand même assez exploré déjà. Donc il faut travailler sur les standards d'emballage, sur les emballages réemployables. Il faut travailler en parallèle sur le dispositif opérationnel dans lequel ces emballages vont s'intégrer. Ces dispositifs, je le disais tout à l'heure, ils existent au niveau régional. Donc maintenant, il faut avoir une vision nationale. Et c'est un projet sur lequel on travaille avec 25 industriels. On a fait le kick-off la semaine dernière. On va tenter de modéliser un dispositif de réemploi mutualisé national pour comprendre exactement comment les flux comment le gisement va évoluer. Donc on est parti sur 3 emballages en verre. Je le disais tout à l'heure, le verre, c'est aujourd'hui les emballages en verre, ce sont les solutions qui soulèvent le moins de questions sur la partie emballage. Donc on réduit un peu les difficultés. On part déjà avec le verre. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les autres matériaux, mais on le fait par étapes. Et donc on va modéliser les gisements et toutes les opérations nécessaires pour permettre ces boucles. Les boucles régionales, mais qui doivent être coordonnées au niveau national. Donc ça veut dire modéliser tous les points de récupération, modéliser les capacités de lavage qui sont nécessaires, modéliser les capacités de transport qui sont nécessaires. Et on va modéliser la partie opérationnelle, mais aussi la partie économique, puisqu'il faut qu'on trouve un modèle économique qui soit viable. Les emballages lavés ne peuvent pas être 20% ou 50% plus chers que les emballages neufs, sinon ça ne fonctionnera pas. On fera une modélisation environnementale aussi en parallèle pour pouvoir apporter des garanties que ce dispositif-là, il est quand même performant. Et donc on travaille sur cette partie dispositif en parallèle des emballages. On est obligé de faire les deux en même temps.
Donc on espère que d'ici 2023, on aura fini la partie emballage standardisé, ça prend du temps. Et on aura les expérimentations et la vision de ce que doit être le dispositif national. Et le dernier sujet sur lequel on travaille en parallèle, et je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont justement les standards de qualité. Toutes les garanties que l'on doit apporter à chaque étape. Alors quand je dis on, c'est pas Citeo, hein, je dis globalement, quelles sont les garanties qui doivent être apportées à chaque étape. Il est hors de question que quand un consommateur achète un produit dans un emballage réemployé, lavé, ce ne soit pas les mêmes garanties sanitaires qu'un emballage neuf. Ça, c'est impensable. Il est hors de question que quand un industriel achète une palette d'emballage lavé, ce ne soit pas les mêmes garanties qu'une palette d'emballage neuf. Donc voilà, je prends ces deux exemples-là, mais il y en a d'autres à chaque étape. Et on est obligé d'adresser tous les sujets en parallèle. Voilà, on a pas mal de boulot. Mais c'est vrai, non, mais effectivement, c'est des sujets mais qu'on n'avait pas forcément en tête avant de se mettre dans ces boucles de réemploi et on se rend compte de toute la complexité. Mais comme dit Emmanuel, il ne faut pas s'arrêter à la complexité, sinon on ne fait rien. Et pardon, je ne l'ai pas dit, mais on travaille avec 25 industriels et évidemment avec tous les acteurs du réemploi, donc toutes les personnes qui sont autour de cette table et probablement dans le salon participent à cette initiative. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais... Merci Sophie. Emmanuel, vous allez répondre, mais juste peut-être une question à laquelle je vous demanderai de répondre et les uns et les autres. C'est vrai qu'une des conditions aussi, parce que c'est ce sur quoi insiste Sophie, il faut que les boucles régionales deviennent aussi des coordinations nationales, parce qu'évidemment, une des conditions des boucles de réemploi, vous l'avez compris, c'est qu'évidemment le circuit logistique ne soit pas indéfini, sinon ça ne sert plus à rien, notamment sur l'aspect environnemental et sur l'aspect économique accessoirement. Donc, je vous demanderai aussi de répondre à cette question. Peut-être des boucles de réemploi, c'est valable jusqu'à quelle distance, pour parler très kilomètres? Oui, c'est exactement ce que je voulais compléter, puisque Sophie et moi étions déjà sur une table ronde il y a 15 jours à Natexpo, où on a présenté une étude qu'a menée Usage avec l'aide de Citeo et de l'ADEME, par un cabinet qui s'appelle KA Partner pour l'aspect économique et Bleu Safran pour l'aspect environnemental, qui est une étude d'impact économique environnemental du réemploi des emballages. Et donc, en posant le scénario de ce qu'on appelle le litre fraîcheur, donc une bouteille, 1 litre de jus. Et on montre que le réemploi est compétitif. Alors, quand on compare une bouteille en verre à usage unique contre une bouteille en verre employable, c'est dès le deuxième tour, compétitif économiquement et environnementalement. Donc, très rapide. Et à un horizon un peu plus lointain, 2023-2025, ce que montre l'étude, c'est qu'on est aussi compétitif par rapport à du PET qui contiendrait 90% de matière recyclée. Donc, en fait, là, on progresse vite, hein, c'est ce que dit Sophie. Et là, aujourd'hui, on commence à creuser encore plus. C'est ce qu'a expliqué Sophie. Voilà, il faut effectivement une maille. C'est pour ça que nous, Usage, on va développer des centres sur l'ensemble du territoire. Une maille, alors c'est combien une boucle logistique de réemploi viable? Alors c'est un peu difficile parce que ça dépend beaucoup de critères. Il y avait une première étude de l'ADEME qui indiquait 260 km pour les bouteilles en verre. Nous, en fait, nos machines, grâce à notre R&D, consomment beaucoup moins de CO2, d'eau que ce qui était dans cette étude il y a 3-4 ans. Donc on a déjà fait des progrès considérables. Donc on peut se dire qu'on peut étendre le rayon d'action. Voilà. Mais après, il faut quand même toujours essayer d'optimiser. Ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, on a optimisé pendant 30 ans le recyclage. Il va nous falloir quelques années pour optimiser le réemploi. Ok. Oui. Éléonore, même question? En fait, il n'y a pas vraiment d'études encore claires sur la question. Ça dépend du type de contenant, du matériau, du format, du poids de ce contenant. Il y a des études qui vont être menées pour éclaircir ça. Nous, ce que je voulais effectivement dire, c'est que chez Eternity, aujourd'hui, on a des gigacentres qui font un peu plus de kilomètres parce qu'on a des gros contenants. Mais justement, on va se développer dès l'année prochaine. On pourra laver aussi des pots, des bocaux, des bouteilles, des tupperwares ou des bacs gastronomes via des centres primaires, de l'emballage primaire. Des emballages primaires, via des centres régionaux. Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'études avérées, notre ambition, c'est d'avoir au moins un centre par région, voire pour les 10 à 12 plus grandes métropoles de France, pour essayer d'être en dessous des 500 km aller-retour entre le point de production, de consommation et de réemploi. Parce que quand on lit toutes les études d'ACV françaises et internationales... Analyse de cycle de vie, bien sûr, ça n'avait échappé à personne. Et voilà, c'est la moyenne. En fait, par exemple, il y a des études sur le verre avec Météor, par exemple, où en fait 800 km aller-retour, c'est viable écologiquement. Il y a des études où en fait, avec le gobelet en réemployable en plastique, c'est maximum 250 km. Donc, en fonction, voilà, c'est très variable. Donc, si on fait la moyenne un peu de tout ça, il faut être au grand maximum à 500 km aller-retour. Voilà. Et donc c'est pour ça que le maillage régional, voire proche de chaque métropole,
sachant que la métropole, c'est pas forcément le lieu de production. Donc il y a ça aussi, par exemple, Souvent le lieu de consommation. si on parle mais- du secteur de l'agroalimentaire, beaucoup d'agroalimentaire est fait en Bretagne, ce qui n'est pas forcément le lieu, et c'est tout l'intérêt aussi de la standardisation. Ça voudrait dire que, par exemple, vous êtes une grande marque de yaourt, vous remplissez votre yaourt dans un pot standardisé qui est envoyé à Marseille, donc en Bretagne, vous l'envoyez à Marseille. Là, il pourrait être consommé et potentiellement, s'il y a quelqu'un qui fait des yaourts à Marseille ou qui fait quelque chose qui ressemble, enfin, qui a besoin du même contenant qu'un yaourt près de Marseille, pourrait le remplir à Marseille et l'envoyer à Paris pour être consommé. Et là, il pourrait être rempli encore autre chose. C'est tout l'intérêt d'avoir vraiment des standards et des centres de réemploi et donc de lavage industriel dans chacune des territoires. Voilà. Donc effectivement, pour ce principe des vases communicants dont parlait tout à l'heure Sophie, parce que c'est vraiment un enjeu capital, on le comprend, pour le marché du réemploi. Oui, Augustin, même question, vous qui collectez justement ces boucles, etc., qu'est-ce qui leur manque et quelle taille il faut qu'elles fassent au max selon vous? Oui, puisqu'on parle d'investissement et d'équipement, et évidemment le sujet du lavage est central, mais ça a été rappelé par Sophie tout à l'heure, il faut aussi que ce soit simple pour les consommateurs. Ça marchera si c'est facile et s'il y a aussi un réseau dense, un maillage important de points de collecte. Si on prend encore une fois l'exemple de l'Allemagne, alors ils ont des automates qui collectent des emballages pour recyclage ou pour réemploi. On est à peu près à 50 000 machines. Donc, vous voyez qu'il faut pas... Ça laisse rêveur, oui. Et qui font double emploi, ce qui est plutôt intelligent. Collecte, enfin recyclage et réemploi. Ce sont pas les mêmes machines qui vont faire recyclage et réemploi. Quand vous prenez un emballage pour recyclage, le but c'est d'en réduire le plus vite possible le volume. Donc il va être compacté, il peut être broyé. Il faut surtout ne pas abîmer l'emballage. Donc ce sont pas les mêmes machines, mais ça reste des points de collecte adjacents ou des zones. En tout cas, ce sont des zones qui sont bien identifiées dans les points de vente pour effectuer des retours. Et on a une idée du temps qu'il a fallu en Allemagne pour déployer 50 000 machines comme ça de collecte. Alors, on a une idée approximative? Ils ont fait ça sur combien de temps? 3 décennies, 5 ans? Disons une dizaine d'années. Après, il y a déjà des renouvellements de parts qui continuent à densifier les machines. Les technologies s'améliorent, etc. Donc il y a un roulement. Mais ça donne en tout cas un ordre de grandeur. D'ailleurs, au moment de la loi AGEC, où ce sujet avait été étudié par Citeo du sujet consigne pour recyclage, mais en tout cas c'est le même ordre d'idée en termes de maillage. On parlait effectivement de 30 000 machines en France et après des points de collecte supplémentaires pour des surfaces où le flux ne justifierait pas une récupération automatisée. Et on arrivait quasiment à 100 000 points de dépôt. Donc, voilà. Donc les points de dépôt qui sont, pour avoir une idée, donc des hyper, des super. Oui, mais même en fait, à partir du moment où vous êtes vendeur, vous devez être récupérateur. C'est un peu ça la logique. Donc, y compris votre la petite épicerie, etc. Et y compris des zones qui sont identifiées pour la récupération, donc qui n'ont rien à voir avec des points de vente. D'accord. Il y a ça pas mal aux États-Unis notamment, donc ce qui s'appelle des redemption centers, et où on vient récupérer des emballages pour recyclage ou pour réemploi. D'accord, ok. Oui, Sophie, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire qu'en fait, en Allemagne, ils n'ont jamais arrêté de faire de la consigne pour réemploi. Donc, on ne peut pas vraiment se demander combien de temps ça leur a pris de mettre ça en place. Parce que on est, je pense, le premier pays à démarrer de si bas pour aller si haut. Que par ailleurs, en Allemagne, c'est exclusivement de la bouteille. Alors, apparemment, les industriels du yaourt veulent faire du réemploi. Et en fait, du coup, la matrice allemande est construite pour la bouteille, et donc elle n'est pas du tout prête pour le pot. Donc ça aussi, c'est un enseignement qu'on essaie d'intégrer. Ils ont le réseau, mais il n'est pas adapté encore. Eh ben oui. Ouais. Donc ça aussi, on l'intègre dans l'enseignement, parce qu'en France, a priori, on développera plutôt quelque chose d'hybride, où il y aura des objets de forme et de taille différentes. Donc ça, c'est un très très bon enseignement. Et effectivement, en Allemagne, dès qu'on vend quasiment de la boisson, on a aussi le système de récupération. Mais il n'y a pas d'obligation.
Donc, il n'y a pas cette garantie-là. Les magasins de discount, par exemple, Lidl, ne fait pas de réemploi. Ils ne vendent pas de bouteilles consignées pour réemploi, ils n'en récupèrent pas non plus. Donc, tant qu'il n'y a pas d'obligation, ça reste aussi au bon vouloir, aux motivations Mais des grandes apparemment, ils ont un surfaces. assez bon vouloir quand même. Oui, mais Parce que les taux de collecte, on a une idée du taux de collecte en Allemagne sur alors, la bouteille verte, puisque c'est celle qui Ouais, prévaut. le taux de retour Oui. est de 99% en C'est Allemagne. pas mal quand même pour Ouais, mais une non-obligation, c'est quand même pas mal, c'est 99. Dodge Le reste, c'est la Calipat. marge de l'erreur statistique. Oui, Il n'y a quand même pas que les Allemands. Ça s'appelle la qui font perfection. le système de consigne, on le retrouve quand même dans plein de pays et les performances sont toujours au rendez-vous. Et d'ailleurs, nous, dans les expérimentations Nos éternels. et Ouais, mais on part toujours aux Allemands. on le fait en France. Tout à l'heure, Claire citait les chiffres pour Bernie. C'est déjà 60%, alors que ça démarre. Oui, c'est vrai, absolument. On a d'autres expérimentations et des systèmes de collecte consignés où on est à plus de 80, presque 90% de taux de retour. Donc on est bon aussi. Ouais. Voilà, c'est tout à fait à notre portée. C'est une mécanique qui est efficace. Et d'ailleurs, on parle il y a bien sûr du réemploi non consigné. Hein. La consigne, c'est juste le mécanisme monétaire. Et que nous, on appelle de nos voeux, parce que c'est sûr que ça apporte un peu de complexité. Et il y a ce sujet facial du prix qui est plus cher. Et de la compensation financière, etc. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est d'une telle efficacité, c'est qu'on serait bête de s'en passer. priver, ouais. Y compris, alors il faut n'y a que pas de les TVA, habitudes on l'a dit changent tout à l'heure. Voilà. Mais C'est une complexité en moins. pour que ce soit clair, j'y crois. Hein. J'ai juste cette position qui est un peu particulière que d'avoir l'ensemble des enjeux. Et donc, je me fais la voie d'interpeller sur... en fait, il faut tout bouger en même temps. Il faut tout bouger en même temps, y compris le consommateur. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment pouvoir travailler aussi au parcours consommateur. Comment on va reconnaître cet emballage-là. Fabrice Pelletier va nous y aider. Il faut que tout soit mis en place pour que ça fonctionne bien, mais on y croit, évidemment. Ouais, puis pour compléter, Emmanuel, en 2 minutes, s'il vous plaît, après on prend les questions. Dans nos expériences qu'on a menées, comme j'ai cité tout à l'heure avec Q ou chez Biocop, les consommateurs attendent ça. Hein. Et comme l'a bien dit Augustin, il n'y a pas besoin d'expliquer son 7 ans des systèmes de réemploi ou de se rappeler, comme fait Fabrice, sa bouteille 6 étoiles il y a 30 ans. Les gens comprennent très vite, hein, on en discutait avec Bernie, c'est assez évident en fait, ces systèmes de consignes, de réemploi, et ça parle tout de suite aux gens. Je fais un geste dans mon quotidien pour l'environnement, assez simple, tout le monde voit son volume de poubelle. Et donc là, c'est un geste finalement très concret, très facile à faire, et relativement évident. Et donc, dans notre train, c'est plus la capacité des industriels de se mettre d'accord avec les distributeurs, d'organiser la logistique qui est aujourd'hui le frein au réemploi. Hein. Voilà. Ok. Alors, oui. Juste pour faire ajouter, il y a des marchés sur lesquels ça se fait depuis très longtemps. L'événementiel, les gobelets réemployables consignés, ça se fait depuis très longtemps. Et le taux de retour, en fait, il y a moins de 10% de pertes par événement sur les gobelets réemployables. Donc, en fait, il faut juste se dire, ça se fait déjà dans certains cas, pourquoi je ne le ferai pas dans d'autres cas. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est accompagner on parlait le du changement. B2B. Voilà, accompagner le changement. Et c'est pour ça que l'ensemble des acteurs, souvent, dans leur communication, c'est pas de la pub, c'est vraiment de la pédagogie. Et c'est un travail que doivent faire l'ensemble des acteurs, les institutionnels, mais aussi les metteurs sur le marché et les producteurs. Oui. On n'est pas institutionnel, hein, citez-moi. Alors, institutionnels, Alors, juste acteurs, les questions de la salle, s'il vous éco-organismes. rapidement. Alors, d'abord, je me tourne, pardon, excusez-moi, voilà, vers Nathalie. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions du côté des internautes. Alors, madame, oui. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez, quel était par rapport au recyclage le point d'équilibre entre la gestion de l'eau et la gestion des déchets. L'eau étant un problème tout aussi important que les déchets. Je voulais savoir comment c'était géré, comment on avait... Alors, c'est très simple. Notre étude qu'on a menée avec le DCTO et de l'ADEME, avec le Safran, montre qu'on consomme 7 fois moins d'eau pour laver un emballage en verre que pour le fabriquer. En comprenant toute la boucle, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage. Donc, sur la question de l'eau, il n'y a pas photo. Le réemploi, quand il est industrialisé, par contre, hein, pas le réemploi quand vous allez laver la bouteille chez vous, parce que là, vous allez potentiellement consommer beaucoup d'eau. Mais nous, on utilise 20 centilitres pour 1 litre de contenant. Voilà. Donc, le réemploi est très favorable en termes d'eau, y compris face au plastique.
Je vois qu'Éléonore aussi a quelque chose. En fait, souvent, on pose cette question, mais la consommation d'eau, d'énergie lors du lavage. Mais en fait, il faut se dire qu'aujourd'hui, quand on produit des emballages, on consomme de l'eau, on consomme de l'énergie aussi. Quand on le recycle, également. Donc en fait, aujourd'hui, si vous produisez plus, si vous recyclez plus, mais faites juste le réemploi, vous économisez une grosse partie. Donc Emmanuel dit cette fois, nous, dans nos centres industriels, 1 litre d'eau est réemployé 300 fois. Ce qui fait plus de 70% de notre consommation d'eau globale. En fait, on a des circuits fermés, on a même des stations de traitement de l'eau sur site pour désinfecter, la nettoyer. Ouais. En fait, non. Les standards agroalimentaires sont très élevés, donc ça nous a pris un certain nombre d'années pour réussir à avoir toutes les normes, parce qu'on a un petit peu évoqué le sujet des normes et des certifications. Et aujourd'hui, il y a certaines parties où il y a des flous. Heureusement, si on se base vraiment sur ce qui se fait dans l'agroalimentaire, qui sont quand même des très hauts standards, mais il y a aussi le marché de la cosmétique, qui a un autre enjeu et sur lequel on est aussi capable aujourd'hui d'accompagner les acteurs. Il y a des choses qui sont faites, la HACCP, ISO 14001, ISO 9001, je les ai oubliés, il y en a pas mal au niveau national, européen et international. Et en fait, il y a quand même encore des flous. Typiquement, est-ce qu'on peut laver sur une même ligne des contenants cosmétiques ou des contenants alimentaires? Aujourd'hui, nous, typiquement, on ne le fait pas parce qu'on ne souhaite pas mélanger, parce qu'il n'y a pas de réglementation officielle par rapport à ça. Par contre, il y a des groupes de travail du coup, qui sont en train de réfléchir sur l'analyse des risques en termes de vraiment QHSE et en même temps réglementaire. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Est-ce qu'il y a déjà, où est-ce qu'on en est du point de vue réglementaire? Je crois qu'Augustin nous quitte. Augustin, voilà un train à Je suis prendre. désolé, je dois vous quitter. On parlait de problèmes de train là, mais je vais louper le mien si j'y vais pas. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. S'il y en a qui souhaitent me contacter, vous pouvez me joindre sur LinkedIn par exemple. Merci beaucoup Augustin. Bon retour. Voilà. Merci Éléonore pour cette précision. Il y a une autre question, monsieur, allez-y. Oui, c'était simplement sur est-ce que vous avez comparé l'utilisation de l'eau dans la production des contenants réutilisables dans les différentes matières par rapport aux contenants à usage unique? Parce que là, vous parlez d'utilisation. C'est le même process. Oui, Éléonore, un peu donné entre le process de lavage où nous, effectivement, on essaie en boucle fermée. Ce que je disais quand je disais 7 fois, c'est quand on compare une bouteille en verre à usage unique à une bouteille en verre réemployable. On consomme 7 fois moins d'eau pour la laver qu'on a consommé d'eau pour la fabriquer. Et donc ça, c'est bien l'ensemble du cycle, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage. Et votre question, c'était sur la production? Ma question, vous comparez le lavage à la production d'un emballage à usage unique. Ma question, c'est de savoir si vous avez comparé la consommation d'eau par rapport à des emballages réutilisables, donc dans les différentes matières, verre, inox, plastique, par rapport à ce qu'on consomme en eau dans un emballage à usage unique. Dans la fabrication d'un emballage à usage unique. Donc, j'ai compris qu'on économisait 7 fois plus d'eau d'un côté par rapport à la production. Pour le lavage, par rapport à la fabrication. Vous n'avez pas intégré la fabrication du contenant réutilisable. Donc, je demandais si tout le cycle, a dit Emmanuel, l'ensemble de l'extraction de la matière. Voilà. En fait, une ACV se fait par rapport à une unité fonctionnelle. Là, je n'ai pas l'étude à laquelle fait référence Emmanuel, mais en gros, l'idée, c'est de dire je veux utiliser une bouteille 10 fois sur 100 jours. Et donc, c'est ça l'unité fonctionnelle de comparaison. Et en fait, par rapport à ça, ensuite, on va intégrer plus ou moins les process des cas qu'on compare. Et donc, effectivement, un emballage réemployable, potentiellement, je n'ai pas les données là, va peut-être consommer donc plus de matière parce que souvent il est plus épais typiquement lors de sa production par rapport à du jetable. Sauf qu'en fait, comme il va être utilisé plus longtemps dans la durée de vie, c'est vraiment sur son cycle de vie qu'il faut pouvoir comparer un cas par rapport à l'autre. Et donc ça, c'est vraiment, quand on fait une analyse des cycles de vie, le choix de l'unité fonctionnelle de comparaison entre différentes alternatives est vraiment cornélien et très important, ainsi que la définition évidemment des indicateurs qu'on va suivre. Voilà, c'est ce que disait tout à l'heure Léonard Boniface de l'ADEME, qui disait que justement l'ADEME était en train d'essayer de quantifier justement le nombre de rotations à définir, etc., à partir de quand le cycle serait vertueux, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et que l'Observatoire du réemploi, que j'ai évoqué tout à l'heure, va travailler sur les modalités de calcul du réemploi, donc là, comment on sort des données. Ils vont aussi travailler sur des recommandations pour toutes les ACV qui vont comparer usage unique et réemploi, pour essayer de stabiliser un peu ce débat.
Effectivement, il y a un enjeu évidemment derrière. Oui, monsieur. Oui, ma question par rapport à la... Vous présentez, pardon, j'ai oublié de le dire au précédent intervenant. Jean-Félix Le Sueur, je travaille chez DS Smith, un cartonnier. Sur l'idée de la consigne, est-ce que politiquement on pourrait imaginer booster la consigne du réemploi en ayant une consigne aussi sur ce qui est recyclé? C'est-à-dire que globalement, le consommateur, quelque part, et je ne sais pas comment c'est en Allemagne d'ailleurs, est-ce que le consommateur touche quelque chose aussi quand il met dans une machine à recycler? Et donc, du coup, tout a un coût. Donc, est-ce que le coût de la consigne du recyclé pourrait être quasiment aussi cher que le coût de la consigne du reuse, de façon à ce que pour tout le monde, Privilégié, à favoriser. on part tous du même niveau, quoi. Oui. Non, mais votre intuition est la bonne, et c'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, vous avez, pour les boissons, vous avez soit des solutions d'emballage consigné pour réemploi, vous devez le ramener et cette bouteille sera lavée pour être à nouveau remplie. Soit vous achetez des solutions à usage unique, la canette, il y a aussi des bouteilles en PET qui sont beaucoup plus fines. Et il y a également des montants de consigne, parce que vous devez aussi la ramener en magasin pour récupérer votre consigne, mais ça c'est pour recyclage. Et donc là, c'est pour participer aux frais de recyclage, au Oui, coût tout à du fait. recyclage. Alors c'est plus pour augmenter le taux de collecte que de participer aux frais de... Donc pour de la matière, de la ressource, pour des gisements. Pour qu'il y ait pour plus le de recycler. retour et augmenter le taux de recyclage. D'accord. Les pays qui ont des taux de recyclage au-dessus de 90% pour les plastiques PET, par exemple, ce sont que les pays qui ont mis en place la consigne pour recyclage. Donc c'est une perspective qui n'est pas du tout écartée pour la France. La question de la consigne pour recyclage va se reposer à partir de 2023. On a, quand je dis on, encore une fois, c'est pas Citeo, mais collectivement, on a négocié un petit sursis. Et on va à nouveau relever les compteurs en 2023 pour voir si la consigne pour recyclage est mise en place pour les emballages PET pour la boisson plastique. Qui a été débattu donc lors de la loi AGEC, qui a été donc pas abouti, et donc on espère voir bientôt. Donc bientôt, l'emballage devra avoir son passe sanitaire aussi, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bon, il me reste à vous remercier, Éléonore, Sophie et Emmanuel. Merci beaucoup pour votre participation, et puis très bonne fin de journée. Et voilà, je vous invite, alors j'en profite pour refaire l'annonce, au fond du salon, sur la ligne de réemploi, vous verrez la ligne fonctionner en démonstration, encore une fois. Et puis, bien sûr, un petit cocktail vous y attend. Donc voilà, peut-être avec des vraies machines de lavage industriel voilà. qu'on vous invite à découvrir. Voilà, des machines de Eternity.